Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Voici un nouveau résumé de livre Minimalisme digital par Cal Newport, qui est le même auteur qui a fait le livre à succès Deep Work, dont j'ai aussi fait un résumé sur ma chaîne. C'est un excellent complément à Deep Work si tu te demandes comment intégrer les technologies dans ta vie pour pouvoir être plus concentré et avoir plus de productivité parce qu'on l'a remarqué avec le temps, les technologies nous apportent des bénéfices mais aussi beaucoup de désagréments et font en sorte qu'on est même moins productif. Donc, dans Réussir sa vie grâce au minimalisme digital, Cal Newport se penche sur le sujet et nous offre une alternative pour pouvoir être plus concentré avec moins de technologie. Donc, premièrement, la première partie du livre, c'est les fondations du minimalisme digital. Très peu de gens souhaitent passer autant de temps en ligne, mais les réseaux sociaux et les applications sont forgés pour cultiver des comportements de dépendance. Il n'y a personne qui se lève le matin et qui se dit « Aujourd'hui, je vais passer 5 heures sur mon téléphone à regarder des réseaux sociaux et à scroller ». Personne n'a ça comme objectif et finalement, on peut être surpris le nombre d'heures qu'on passe à faire ça pendant nos journées et après, on se demande où est passé tout ce temps. Je n'ai plus le temps pour faire des choses qui comptent vraiment pour moi. Donc, cette dépendance-là, et ça, c'est le point principal de Newport, cette dépendance-là à regarder compulsivement des applications fractionne notre emploi du temps en trop petits morceaux pour pouvoir vivre notre vie de façon intentionnelle. Ouf! Ça fait mal de l'entendre comme ça, mais c'est bien vrai. De la même façon qu'on dit, quand on est toujours distrait, ça nous prend beaucoup de temps pour reprendre la tâche parce que notre attention est fragmentée partout. Mais c'est la même chose à l'échelle de notre vie. Si on fait ça jour après jour après jour, on utilise la technologie comme une distraction à faible valeur, eh bien, on en vient qu'on ne vit plus notre vie de façon intentionnelle. Justement, on se dit, où ce temps est-il passé? J'ai plus le temps de faire des projets, de faire mon business, d'apprendre un instrument de musique, de faire du sport. On n'a plus le temps pour rien parce qu'on est contrôlé par la technologie, par les réseaux sociaux. Donc, justement, cette perte de contrôle-là, j'ai adoré cette citation-là dans le livre. Il dit « Nous avons téléchargé Facebook pour garder contact avec nos amis, mais nous sommes maintenant incapables de soutenir une conversation ininterrompue lorsque cet ami est directement devant nous. » Ouch numéro 2, ça fait mal, mais c'est tellement vrai. Maintenant, les gens ne peuvent plus s'empêcher de regarder leur téléphone, que ce soit un dîner en famille, que ce soit entre amis. Les plus impolis vont le faire plusieurs fois devant toi sans rien demander. Il y en a d'autres qui vont attendre d'aller au petit coin parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, mais au moins ils ne vont pas le faire devant les autres. Mais la conclusion là-dedans, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de le regarder. On a perdu le contrôle. Donc, nos écrans et nos applications nous apportent beaucoup de désagréments. Ils créent une dépendance, comme je l'ai dit. Ils rendent la productivité beaucoup plus difficile parce que notre attention est fragmentée. Ils manipulent notre humeur parce que les émotions négatives vendent mieux. Donc, on est beaucoup exposé à du négatif sur les réseaux sociaux ou en ligne. Les conspirationnistes pendant la pandémie, c'est un bon exemple. Les mauvaises nouvelles, ça fait réagir et ça vend plus. Donc, on est beaucoup exposé à ça. Ça nous donne un sentiment d'infériorité, la comparaison. Quand on voit la vie des autres personnes et qu'on n'est pas rendu là, on voit d'autres personnes qui sont meilleures que nous, ça nous décourage. Et qui plus est, c'est souvent des fausses vies que les gens se font sur les réseaux sociaux. Ils vont se créer une superbe vie pour que tu sois jaloux d'eux, mais ils ont eux-mêmes leurs propres problèmes. Évidemment, ils ne vont pas partager ce qui est de mauvais dans leur vie. Ils ne vont pas se mettre vulnérables. Ils vont mettre que le meilleur. Donc, ce n'est même pas vrai en réalité. Il nous empêche de profiter pleinement de notre vie hors ligne, justement, parce qu'on a l'addiction, la dépendance. Et il nous distrait de ce qui est vraiment important. On n'arrive pas à faire les grands projets qui feraient avancer notre vie. Donc moi, sur ma chaîne, j'apprends comment faire un business en ligne. Ça pourrait changer ta vie si tu fais un business en ligne basé sur ta passion, que tu puisses travailler moins, gagner plus d'argent, avoir plus de liberté de faire ce que tu veux. Eh bien, pour pouvoir faire un business en ligne, il faut libérer beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup de concentration, il faut avoir des bonnes idées.
toutes des choses qui ne sont pas possibles quand on est tout le temps distrait, quand on est dépendant à la technologie, aux réseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier que la technologie, c'est aussi de grandes innovations. Donc, les smartphones, Internet, les connexions sans fil, ils permettent de connecter des millions de gens. Ils simplifient notre vie de tellement de façons, que ça soit d'avoir un GPS intégré pour ne jamais être perdu, d'avoir une lampe de poche, d'avoir tellement de choses qui nous facilitent notre vie. On peut avoir la réponse à n'importe quelle question en un clic seulement, aller chercher des recettes, commander quelque chose, ne même pas avoir à cuisiner, on peut le commander directement chez nous. Bref, ça simplifie énormément nos vies. Ça nous apporte une panoplie d'opportunités aussi. Donc moi, je suis le premier à dire, j'ai un business en ligne qui a changé ma vie. J'enseigne ma passion pour la guitare sur Internet. Si je n'avais pas Internet, si je n'étais pas connecté, si je n'avais pas accès à Kajabi, des belles plateformes où je peux faire tout mon site web au complet, héberger mes formations en ligne et tout ça, eh bien, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est si difficile de se départir de l'emprise des technologies et des réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi des bénéfices et donc, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Donc, peut-on réellement parler de dépendance? Ça, c'est la prochaine question parce que de façon traditionnelle, la dépendance, c'est relié à physique, physiologique, la dépendance à l'alcool, aux drogues, à la cigarette et tout ça, c'est ce qu'on est plus habitué. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler d'une dépendance à regarder des réseaux sociaux? Je veux dire, si on voulait arrêter, on pourrait sûrement bien le faire. Donc, voilà la définition. La dépendance est une condition dans laquelle une personne s'engage dans la consommation d'une substance ou d'un comportement duquel les récompenses incitent à répéter ce comportement malgré les conséquences négatives qu'il entraîne. Les récompenses que l'on a, la dopamine que l'on a en allant sur les réseaux sociaux, en allant voir nos notifications, ça nous incite à répéter ce comportement-là, à revoir notre prochaine dose de dopamine et on le fait malgré les conséquences négatives qu'il entraîne parce que quand on le fait une fois ou deux, ça n'a pas grande incidence, mais quand on le fait pendant des mois et des années et qu'on ne fait jamais les gros projets qui sont importants dans notre vie parce qu'on est toujours distrait là-dessus, eh bien là, la conséquence négative est beaucoup plus grande que la récompense que l'on a en répétant ce comportement. Donc, voici deux éléments qui rendent dépendants pour les réseaux sociaux. Premièrement, c'est le renforcement positif constant. C'est les likes, les j'aime, les pouces en l'air. C'est comme un peu un jeu au casino. Je vais publier quelque chose, allons voir combien de likes est-ce que je vais avoir. Est-ce que ça va être plus que la dernière fois? Est-ce que je vais battre mon record de likes? Et justement, c'est très en lien avec le deuxième point qui est la quête de l'approbation sociale. On veut voir que les gens aiment ce qu'on fait. On veut voir, et que ce soit sur les réseaux sociaux, mais moi aussi, en ayant une chaîne YouTube, je veux voir combien de vues est-ce que j'ai vu, combien de likes est-ce que j'ai récolté, est-ce que j'ai des commentaires, est-ce que les gens aiment ça, est-ce que les gens aiment ce que je fais. C'est un peu égocentrique. On veut voir que les gens nous aiment. On veut voir que ce qu'on a fait a été de valeur ou tout simplement que les gens sont jaloux de nous et qu'on a une belle vie et tout ça. Donc, ça rend dépendant ça de l'approbation des autres, le renforcement positif. Donc, la solution, ça c'était tout un peu pour expliquer pourquoi on en est rendu là. La solution, c'est le minimalisme digital. Voici la définition. C'est une philosophie d'utilisation de la technologie avec laquelle nous concentrons notre temps en ligne sur un petit nombre d'activités soigneusement choisies qui supportent nos intérêts et nos valeurs. Et ensuite, on est heureux de rater tout le reste. En anglais, c'est « miss out on everything else ». Ça ne nous dérange pas de rater tous les autres bénéfices potentiels qu'on pourrait avoir en quittant les réseaux sociaux ou en les utilisant de façon très, très, très minimale. Donc, voici les 3 principes du minimalisme digital si tu veux bien comprendre de quoi il s'agit et d'adopter cette philosophie.
Premièrement, c'est que le désordre coûte cher. En anglais, c'est clutter. Hein? Reconnaître que tous ces écrans et ces applications-là créent un effet négatif qui est plus fort que le bénéfice individuel de chacun de ces items considérés de façon isolée. Donc, dans Deep Work, il en parle aussi, c'est la méthode Any Benefit. Hein? Je vais sur Facebook parce que je veux garder contact avec mes amis, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Ça, c'est un bénéfice. Mais Facebook crée aussi une dépendance qui fait que tu regardes toujours tes notifications, toujours ton cellulaire, qui fait que tu n'arrives pas à être productif et finalement, tu vois très peu des nouvelles de tes amis. Finalement, tu vois des memes, des trucs sans importance là-dessus. Donc, ce n'est pas parce qu'un bénéfice peut être bon que, en général, c'est bon pour toi d'adopter ce réseau social ou cette habitude-là. Donc, il faut reconnaître que l'effet négatif est plus fort que le bénéfice isolé, de façon isolée. Ensuite, numéro 2, l'optimisation est importante. Décider quelle technologie nous est réellement utile, ce n'est que la première étape. Pour en tirer un bénéfice potentiel, il faut savoir comment on l'utilisera et ça, on va en parler plus en détail dans quelques minutes un peu plus loin. Et numéro 3, l'intentionnalité est satisfaisante. Ça, c'est très important. La satisfaction des minimalistes digitaux se trouve dans le principe général d'intentionnalité et non dans l'utilisation des technologies en elles-mêmes. Donc, ce n'est pas de moins utiliser les technologies ou de les éliminer totalement qui nous satisfait, c'est le pourquoi on les utilise moins qui est important. Ça, il faut se souvenir de ça. Ensuite, comment y arriver à devenir un minimaliste digital? C'est le Digital Declutter. Ça, je l'ai gardé en anglais parce que c'est beaucoup plus catchy. En français, ça serait remettre de l'ordre digitalement. En tout cas, le Digital Declutter, c'est bien mieux. Et donc, c'est un défi qu'il donne dans le premier chapitre pour pouvoir le faire de façon drastique parce qu'il dit un petit truc ici et là pour réduire son utilisation de la technologie, c'est souvent pas assez. Hein, de dire « je vais enlever mes notifications sur mon téléphone », ce n'est pas suffisant parce que c'est tellement addictif, hein, c'est une dépendance après tout, que ça prend de grandes actions pour pouvoir se défaire de cette dépendance-là. Ça prend presque une détox, une détoxification. Donc, comment on va le faire? Premièrement, il faut prendre une pause de 30 jours de toute technologie optionnelle. C'est à toi de décider que veut dire le mot optionnel. En général, ça veut dire tout ce qui est en lien avec nos téléphones intelligents, les jeux, les applications, les réseaux sociaux qu'il y a là-dessus, c'est optionnel. Évidemment, si ton job, c'est d'être à l'ordinateur, tu es un développeur, évidemment, tu vas utiliser ton ordinateur, les applications qui vont avec ton travail, mais le reste, c'est probablement optionnel. Hein? C'est la même chose. Est-ce que la télévision, c'est optionnel? Probablement. Numéro 2, pendant cette pause, redécouvrir des activités que l'on apprécie. Il faut remplir ce temps-là avec des activités de haute valeur, apprendre quelque chose, parfaire ses compétences dans quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, il faut remplacer cette utilisation de la technologie par quelque chose de concret. Et numéro 3, après la pause, réintroduire les technologies optionnelles. Pour chacune d'entre elles, se demander quelle sera sa valeur dans notre vie. Donc là, une fois qu'on a fini notre détox pendant 30 jours, eh bien là, on recommence, c'est carte blanche, on réintroduit une à la fois et on se demande, c'est quoi la valeur de ceci dans ma vie? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Dans la plupart des cas, c'est probablement non. Ici, c'est oui. Ensuite, on va se demander comment l'utiliser. Donc, pour bien réussir, justement, il faut se fixer des règles. Donc, quelle technologie ne pas utiliser? Hein? Est-ce que c'est mon téléphone intelligent, mon ordinateur, ma télévision? Est-ce que je l'utilise entièrement ou partiellement? C'est important de se donner des règles parce que si tu commences le 30 jours et tu ne sais même pas est-ce que j'ai le droit d'écouter la télé, eh bien là, tu ne réussiras pas. Ensuite, avoir un plan pour utiliser le temps gagné. La plupart des gens y abandonnent avant les 30 jours car ils s'ennuient. Ils ne se rendaient pas compte à quel point ça prenait tout leur temps d'être sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et que là, ils n'ont plus le droit de le faire. Ils disent, mais là, qu'est-ce que je fais? Je m'ennuie beaucoup trop. Je suis pas pour regarder les nuages tous les jours. Hein? Ils se disent, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est qu'ils écoutaient la télé, ils regardaient
leur téléphone, ils écoutaient des podcasts, ils écoutaient des vidéos YouTube. Et là, ils se rendent compte que quand j'élimine tout ça, j'ai plus rien. Donc, il faut avoir un plan. Qu'est-ce que tu vas faire au lieu? Est-ce que tu vas te remettre au sport et tu vas sortir dehors? Est-ce que tu vas jardiner? Est-ce que tu vas apprendre un instrument de musique? Est-ce que tu vas jouer à des jeux de société en famille? Bref, il faut avoir un plan. Numéro 3, savoir que ce sera très difficile la première semaine. C'est une dépendance après tout. On a des trucs qu'on fait automatiquement, qu'on ne se rend même pas compte. Même des séquences de sites web qu'on va aller voir les uns après les autres. Et on ne se rend pas du tout compte qu'on le fait. Donc, évidemment, la première semaine, c'est comme, ah là, on va avoir notre choc, un peu comme on arrête la cigarette, on a besoin de notre nicotine, eh bien c'est la même chose, on va avoir besoin de notre dopamine qu'on est habitué d'avoir, donc ça va être difficile, mais on est capable, on peut le faire, on va réussir. Et ensuite, numéro 4, c'est être exigeant en réintroduisant les technologies. Il faut se poser des questions comme, est-ce que cette application supporte directement mes projets? Est-ce la meilleure façon d'accomplir ce que je veux faire? Peut-être qu'une façon qui a moins besoin de la technologie pour y arriver. Ai-je un plan sur quand et comment je l'utiliserai pour en minimiser les effets négatifs? Pas any benefit. On veut justement minimiser les effets négatifs pour l'utiliser à son plein potentiel et ne pas retomber dans la dépendance encore. Donc là, c'est la deuxième partie du livre, c'est les pratiques du minimalisme digital. Maintenant qu'on sait bien de quoi il s'agit et qu'on a fait notre défi de détox, maintenant, il faut maintenir ces bonnes habitudes-là. L'importance de la solitude, ça, c'est un bon chapitre. La privation de solitude, c'est quelque chose qui est rendu courant de nos jours. La définition, c'est un état dans lequel on ne passe presque aucun temps seul avec nos propres pensées, libre des opinions des autres et des interventions de d'autres personnes. Ça, c'est une nouvelle réalité. Avant, il y a quelques décennies, on n'avait pas le choix d'être avec nos propres pensées fréquemment, que ce soit en file dans un commerce, en marchant dans la rue, en travaillant dans son jardin. On n'avait pas notre iPhone pour écouter de la musique, écouter un podcast, regarder des vidéos, tout le temps avoir un stimulus ou des stimuli constamment dans nos oreilles ou sur nos yeux ou à scroller. Et finalement, maintenant, la privation de solitude, c'est rendu la norme. On veut remplir les temps morts avec de la technologie. Du moins, c'est ce que beaucoup de gens font. Donc, voici quelques idées pour favoriser la solitude. Numéro 1, laisser son téléphone à la maison pendant quelques heures à la fois. Il y a plein de gens qui se sentent tout nus sans leur téléphone intelligent. Il faut l'amener partout. Et là, ils vont dire, ouais, mais si jamais je me perds, j'ai besoin de mon GPS. Ah, mais si jamais j'ai besoin de payer en ligne et ma carte ne marche pas, je vais pouvoir utiliser mon application pour ça. Ah, mais si jamais. Tu pourrais être surpris que plein de fois, tu pourrais sortir sans ton téléphone et ça ne changera absolument rien. Surtout si c'est pour juste 2 ou 3 heures à la fois, tu peux le laisser à la maison. Et même si tu as une envie de le regarder, eh bien, ça ne sera pas possible, tu ne l'auras pas. Ensuite, prendre de longues marches sans écouter de musique ou de podcast. Moi, prendre de longues marches, c'est tout le temps le moment où j'ai mes meilleures idées. Et je dois avouer que par les temps qui courent, j'écoute souvent des podcasts, mais là, je devrais enlever mes écouteurs parce que c'est tout le temps les moments où j'ai des moments de clarté. J'ai mes meilleures idées, que ce soit pour mon business, pour ma vie personnelle, pour les prochaines étapes à faire. C'est souvent là parce que c'est le seul moment où on n'a pas d'autres personnes à qui parler, d'autres choses à écouter. Donc, c'est très, très bon à faire. Et de longues marches, là, pas seulement un petit 15 minutes, une bonne heure à marcher seulement avec ses pensées, ça fait du bien. Ensuite, écrire pour soi-même, mettre sur papier des idées, des objectifs pour sa vie, mettre en mots une situation difficile, bref, faire du journaling. Donc, moi, c'est la combinaison des deux. Prendre une bonne marche, j'ai une super bonne idée, je reviens et j'écris tout, je concrétise ça en le mettant sur papier. Pour moi, ça rend la chose plus concrète, plus vraie de l'avoir écrite. Je le fais plus ou moins pour parler de mes émotions et tout, mais pour mes idées, pour ma vie, les idées pour ma business, les prochaines étapes à suivre, tout ça, je le sors de ma tête et je le mets sur papier, ça aide beaucoup. Ensuite, c'est le chapitre sur le paradoxe des réseaux sociaux. Ils ont à la fois le pouvoir de nous faire sentir connectés, mais aussi isolés.
L'utilisation des réseaux sociaux pour se reconnecter avec de vieux amis, c'est pas une mauvaise utilisation en soi. Ce qui est mauvais, c'est de remplacer une vraie conversation par une connexion en ligne. De penser que faire des likes à un ami, de lui envoyer quelques petits messages de temps en temps, messages textes et autres, que ça remplace la vraie conversation avec la personne, c'est totalement faux. Il faut redécouvrir la conversation. La conversation face à face, ça apporte beaucoup plus de bénéfices qu'un like, un commentaire, un texto ou un email. C'est là où on apprend à écouter, à développer notre capacité pour l'empathie, à être totalement présent, à comprendre et à se faire comprendre. Ça, c'est les meilleures qualités qu'un humain puisse avoir, l'empathie, l'écoute, la compréhension. Et ça, ce ne sont pas des choses que l'on exerce tout simplement en écrivant un petit message parce qu'on n'a pas la connexion visuelle ou entendre la voix de la personne. Donc, le but, ce n'est pas d'être anti-technologie, mais plutôt pro-conversation. La conversation et la connexion, ce ne sont pas des stratégies identiques en valeur pour maintenir sa vie sociale. Ça prend plus de conversation et moins de connexion. Et pourtant, c'est en majorité de la connexion qu'on fait en ligne. Et ça, on peut le faire aussi en ligne, hein, de faire une conversation en ligne. L'important, c'est d'entendre le ton de la voix, de voir les expressions faciales, les signes non-verbaux, de sentir les émotions. Et ça peut se faire par un appel vidéo ou même un appel téléphonique. On va quand même entendre le ton de la voix, mais d'écrire des textos, ce n'est pas la même chose. Donc ça, il en parle beaucoup dans le livre. Il faut prioriser la conversation dans le monde réel. Il y a énormément de bénéfices qu'on n'a pas en ligne de cette façon. Ensuite, le prochain chapitre, c'est peut-être le plus controversé. Ne clique plus jamais sur like. Les likes sont les plus petites et insignifiantes communications en ligne. Elles ne nous apprennent rien sur l'état d'esprit, le sens, la raison derrière le fait d'avoir liké. Donc, si je fais un post sur mon mariage et que mon ami a liké, j'ai aucune idée si il est content pour moi que je me sois marié, s'il a aimé mon habit, s'il a vu ça pendant une seconde et c'est juste pour dire qu'il l'a vu et qu'en fait, il s'en fout en réalité. Je n'ai aucun moyen de savoir que veut dire ce like. Donc, il est très faible en valeur. Et donc, si c'est ton meilleur ami, tu devrais plutôt l'appeler pour le féliciter de son mariage. Et si c'est un bon ami, de toute façon, j'espère que tu as été invité au mariage et que tu y as assisté. Sinon, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. C'est probablement pas un de tes très bons amis. Donc, c'est pour ça qu'il faut prioriser la conversation. Il faut donc arrêter de cliquer sur like, tout simplement parce qu'on va arrêter de participer à cette pratique qui est très faible en valeur. Il faut enseigner à notre cerveau que la connexion n'est pas un substitut acceptable à la conversation. De dire « Ah, j'ai liké son truc, bon, il a vu que je suis impliqué, on passe à autre chose. » Non, la conversation est plus importante. Ensuite, l'idée des office hours est très bonne justement pour soutenir et rendre plus facile l'accès à la conversation. Donc, les gens ont souvent peur de déranger ou d'appeler au mauvais moment. Donc, ils vont préférer une communication asynchrone comme des messages textes ou un email. Hein? Là, je ne sais pas s'il est disponible en ce moment, j'ai pas envie de le déranger. Est-il avec un client? Est-il avec sa famille? Donc, je vais envoyer un texto. Comme ça, il va pouvoir répondre quand il va être disponible à son aise. Le problème, c'est que souvent, on le voit tout de suite parce qu'on est accro à nos téléphones, donc on le voit. Mais là, on est occupé avec autre chose et on oublie de répondre. Et même si on n'oublie pas de répondre, eh bien, ce n'est pas d'aussi grande valeur. Donc, si on veut essayer d'avoir de plus en plus de conversations, ce qu'on peut faire, c'est des office hours. C'est de dire à tous nos collègues, tous nos amis, toute notre famille que exemple, 17h30 tous les jours de semaine, je suis disponible pour un appel. Tu n'as même pas besoin de m'avertir d'avance. Tu n'as pas besoin de m'envoyer un email ou quoi que ce soit pour me le demander. Appelle-moi à 17h30
et ça me fera plaisir de répondre chaque fois. Donc, si quelqu'un a une question à te poser, s'il veut tout simplement prendre de tes nouvelles, eh bien, il aura moins peur de le faire parce qu'il sait que tu seras disponible et que ça va te faire plaisir et ça va permettre de faciliter beaucoup plus de conversations enrichissantes. Et pour toi aussi, tu peux faire en sorte que ça soit un moment qui est optimal pour toi. Disons qu'à 17h30, tu es toujours dans le trafic chaque jour de semaine. Eh bien, ça pourrait embellir ta journée de recevoir des appels avec des gens avec qui tu as envie de parler et le trafic va être beaucoup moins long et va passer beaucoup plus vite de cette façon-là. Donc, c'est une très bonne idée. Ensuite, c'est le chapitre sur retrouver les loisirs. On sous-estime à quel point les petites distractions digitales prennent une grande place dans notre vie. Dans plusieurs cas, ils ont même remplacé des loisirs de qualité. J'en ai parlé plusieurs fois. Tu veux apprendre un instrument de musique, mais tu ne trouves jamais le temps. Et le temps, il est ici. Hein? Donc, il parle dans le livre du principe de Bennett. Il fait beaucoup de citations de littérature qui date des années 1800 ou 1900, qui est très, très vieille. Il parle que c'est des vieilles idées qui sont encore bonnes aujourd'hui. Donc, premièrement, le principe de Bennett, prioriser une activité demandante plutôt que la consommation passive. Donc, dans le temps, il parlait de flatter le piano au lieu de réellement l'apprendre et de fumer le cigare. Aujourd'hui, c'est rendu différent un peu. Mais souvent, notre consommation est passive. Hein? Regarder une vidéo YouTube, c'est passif si tu n'es pas en train de prendre des notes en ce moment. Regarder la télévision, c'est passif. Écouter un podcast, c'est passif. Donc, si tous tes loisirs sont passifs, eh bien là, il faudrait que tu te demandes qu'est-ce que je peux faire comme activité qui est demandant, qui n'est pas passif, qui demande à ce que je fasse une action par moi-même. Et ça mène au deuxième point, utiliser ses compétences pour créer quelque chose de valeur dans le monde physique. Donc, évidemment, ce sera plus demandant si tu dois faire quelque chose physiquement, que ce soit faire du jardinage, faire un sport, composer une chanson et la sentir sous tes doigts et chanter. Bref, ce n'est pas passif, c'est physique. Et numéro 3, rechercher des activités qui demandent des interactions sociales structurées et en personne. Évidemment, ça va faciliter encore plus de conversation. Donc, voici plein d'idées pour pouvoir mettre ça en pratique. Répare, crée ou apprends quelque chose par toi-même, que ce soit changer l'huile ou les pneus de ta voiture, remplacer un lumineur chez toi, apprendre une nouvelle technique de guitare si tu en jouais déjà, etc. Quelqu'un comme moi qui n'est pas très manuel, je peux me donner des petits défis à la fois dans ma maison. Dans le livre, Newport recommande d'apprendre une nouvelle chose et la mettre en pratique chaque semaine pendant 6 semaines, des trucs plus manuels. Ensuite, cédule d'avance le temps passé sur les activités de distraction. Donc, l'auteur est très conscient que de passer du tout au rien, de grande utilisation de technologie à presque rien, eh bien, pour certaines personnes, c'est trop drastique, c'est trop difficile à faire. Donc, on peut réduire sans éliminer, mais l'important, c'est de le céduler d'avance, de savoir à quel moment est-ce qu'on va le faire. Hein, des activités de faible valeur, juste d'aller sur les réseaux sociaux pour passer le temps, eh bien, tu peux continuer à le faire, mais tu peux encadrer ta pratique. Je vais le faire pendant 15 minutes, pendant 30 minutes le soir à telle heure et je ne le ferai pas pendant le reste de la journée. Ça peut aider justement à réduire la dépendance aussi. Et ensuite, rejoins un groupe. Hein, rejoins un club, que ce soit un groupe de sport amateur, que ce soit un club de jeux d'échecs ou de jeux de société, que ce soit un groupe de musique amateur. Bref, ça aide beaucoup si on rejoint un groupe. Ensuite, c'est le chapitre sur l'économie de l'attention. Qu'on veuille l'avouer ou non, l'objectif premier des réseaux sociaux, c'est de maintenir notre attention le plus longtemps possible pour pouvoir la monétiser à travers des publicités. Hein? Le but des propriétaires de toutes ces plateformes-là, c'est de faire de l'argent et on ne paye pas pour les utiliser, donc ils font de l'argent par les publicités. Et plus tu leur donne ton attention, plus tu passes du temps là-dessus, plus ils font de l'argent. Il faut donc joindre la résistance de l'attention. Il faut résister à ce système-là qui prend avantage de nous. Et il y a 5 règles de la résistance. La première, c'est supprimer les réseaux sociaux de son téléphone. Tu n'as pas besoin d'aller les voir tout le temps et surtout quand tu attends en file, quand tu
t'es dans un moment où tu devrais attendre et seulement être dans tes pensées pour ne pas vouloir aller sur tes réseaux sociaux, eh bien, supprime-les de ton téléphone. Vas-y seulement sur ton ordinateur une fois de temps en temps. Deuxième, c'est en lien, faire de ces différents appareils des appareils unifonctions. Donc, au lieu que il y a des gens pour qui leur ordinateur, c'est leur plateforme de gaming, c'est là où ils travaillent, c'est là où ils vont sur les réseaux sociaux, c'est là où ils créent leur business en ligne. Ils font tout sur l'ordinateur et évidemment, il y a mille et une distractions dessus. Donc, fais de chacun de tes appareils un appareil unifonction. Cet ordinateur-là ne sert qu'à travailler. Si tu n'as pas besoin d'Internet, ne mets même pas Internet là-dessus. Si tu en as besoin, eh bien, il existe des applications où tu peux enlever l'accès à certains sites, donc bloquer les réseaux sociaux sur ton ordinateur pour que tu puisses travailler en toute quiétude. Numéro 3, utiliser les réseaux sociaux comme un professionnel. Si ton job, c'était de gérer les réseaux sociaux pour une compagnie, eh bien, tu le ferais de façon professionnelle pour avantager la compagnie. Tu ferais des posts pour te faire découvrir, mais tu ne paierais pas attention à des choses de faible valeur. Hein. Tu t'abonnerais pas à des trucs de memes ou des trucs de vidéos drôles ou tu accepterais pas des amis ou des gens que tu connais pas pour pas être distrait par leurs publications qui ne te concernent pas. Bref, utilise-le comme un professionnel. Numéro 4, adopter peu de médias, mais de haute qualité. Hein? Souvent, on va aller voir plein de sites différents et inconsciemment dans le même ordre et on pourrait aller chercher cette information-là à un endroit, mais de bonne qualité au lieu. Donc, ça pourrait être un site web avec un abonnement ou tout simplement prendre un journal et aller chercher les nouvelles dans un journal physiquement, aller lire les pages de façon physique. Ça peut aider à ne pas être distrait par ces appareils. Et 5, rendre son téléphone intelligent peu attrayant. Dans le livre, il disait tout simplement, prends-toi un flip phone qui n'a même pas accès à des applications dessus. Il y a des gens qui l'ont fait. Je me rappelle avoir vu même Matt D'Avella, qui est très populaire en anglais, l'avoir fait pendant 30 jours, une expérimentation d'un flip phone pendant 30 jours seulement. Mais ça peut être aussi prendre son smartphone et mettre des applications pour limiter l'utilisation que tu peux en faire, mettre tout en noir et blanc pour que ça soit moins attrayant à l'œil. Il y a plein de façons de l'utiliser et en réduire son utilisation, justement. Donc, la conclusion de ce livre, c'est que le minimalisme digital, c'est moins à propos des technologies en tant que telles, mais davantage à propos de son style de vie. Ça ne veut pas dire de rejeter toutes les technologies, mais plutôt de remplacer la dépendance aux activités digitales de basse valeur par des activités concrètes de grande valeur dans le vrai monde. C'est ce qu'on a perdu au fil des années. On pensait qu'on aurait plein de bénéfices à utiliser ces technologies-là, ces applications, ces réseaux sociaux, mais petit à petit, on en vient qu'à avoir créé une dépendance qui fait qu'on n'a plus assez de conversations dans le vrai monde, qu'on ne fait plus assez de choses physiquement qui vont nous apporter de la valeur, qui vont nous permettre de bâtir notre business, d'apprendre notre instrument, de rendre notre jardin florissant parce qu'on a tout perdu notre attention et notre temps ici. J'espère que tu as adoré ce résumé. Sur ma chaîne, je t'aide à créer un business en ligne pour que tu puisses faire plus d'argent et travailler moins. Et je crois que ça respecte beaucoup l'esprit de ce résumé de livre-là. Donc, si c'est un de tes buts de prendre ta passion, faire des cours en ligne, les vendre de façon passivement et avoir ton temps pour faire ce que tu aimes, c'est ce que j'enseigne. Moi, je le fais depuis des années. J'enseigne la guitare qui est ma passion en ligne et je gagne très, très bien ma vie comme ça. Donc, si tu veux toi aussi pouvoir faire ça, va chercher mon guide ultime dans l'entrepreneur minimaliste. C'est le premier lien dans la description. Il y a beaucoup de bons conseils. J'aurais pu même charger pour ça, mais je te le donne gratuitement. Ça va te donner un plan d'action sur comment faire pour commencer ton business en ligne. Et aussi, je te dis tout ce que tu peux éliminer pour le faire avec un bon focus et ne pas perdre ton temps sur mille et une choses, ne pas être dépendant à mille et une autres applications et réseaux sociaux, faire seulement l'important. Donc, tu peux l'avoir, encore une fois, premier lien dans la description. Ça me fait bien plaisir et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.